Bonjour et bienvenue dans Histoire et Gastronomie. On se retrouve 2 fois par mois pour parler d'histoire de la gastronomie. Influence, histoire vraie, mondialisation et dates clés sont les 4 séries développées dans ce podcast. Mon intention est de faire toute la lumière et de rétablir la vérité sur les thématiques abordées en m'appuyant sur des références historiques et non sur les anecdotes qui forgent les légendes. Je suis Yves Rouèche, historien et auteur culinaire. Je vous souhaite une belle écoute. En 1944, le journaliste Marcel-Émile Grancher fait dire à l'un de ses héros du charcutier de Machonville, attablé devant une potée beaujolaise à Lyon, le café crème commence au jambonneau. Le petit déjeuner lyonnais, c'est le machon. Le machon, c'est ce repas pris le matin vers 9h dans les bouchons lyonnais. Un repas constitué d'un plat, d'un fromage et d'un pot de vin rouge. Un gratin d'andouillette ou une tête de veau sauce gribiche au petit matin, ça surprend un peu au début. On s'habitue très vite, surtout quand le machon est partagé avec des amis. Car on ne mâchonne jamais seul, un machon, ça se partage. L'historien Bruno Benoît définit le machon de la revue Autrement de juillet 2001 en ces quelques mots. Le machon lyonnais est la messe matinale des vrais gones. On y rompt le pain et on y boit le vin comme à l'office. Au-delà de la métaphore religieuse, le machon remonte au XIXe siècle, lorsque les canuts, les ouvriers de la soie, faisaient une pause dans la matinée pour étancher la soif et couper la faim. Dans le machon se mêlent le réchauffé et les cochonailles, le tout arrosé de pots de Beaujolais. Ils scellent la rencontre, car à Lyon, on ne se connaît pas tant qu'on n'a pas mangé ensemble. Le machon a connu des hauts et des bas au cours de ces 2 siècles d'existence. La crise de l'industrie de la soie à l'aube du XXe siècle ou la crise de la vache folle au début du XXIe siècle ont bien failli sonner le glas du machon lyonnais. Mais cette ancienne tradition, bien ancrée dans les usages et coutumes locales, a survécu à l'usure du temps et des événements. Il connaît même un renouveau sans pareil depuis 2018, date de l'organisation du plus grand machon du monde. Il pourrait même être reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO dans les prochaines années. C'est l'histoire de ce machon que nous allons découvrir dans ce podcast. Le machon naquit du développement au XVIe siècle d'une nouvelle industrie à Lyon, l'industrie de la soie, connue sous le nom de fabrique. En 1536, François Ier accorda le privilège de la fabrication des étoffes d'or, d'argent et de soie à 2 marchands piémontais. Ils commencèrent à installer des ateliers de tissage de la soie et faire venir de Gênes des ouvriers spécialisés. Le succès fut immédiat et les métiers à tisser se multiplièrent dans la ville pour répondre à la demande des principaux clients de la fabrique, les cours royales françaises et européennes. Avant la Révolution, la fabrique comptait 14 000 métiers à tisser qui occupaient 30 000 tisserands et 30 000 employés pour des activités dérivées, soit 40% de la population lyonnaise forte de 150 000 habitants. Ils furent même 90 000 dans les années 1830. La fabrique regroupait 2 types d'acteurs, les soyeux ou marchands fabricants et les canuts. Les soyeux étaient une centaine de marchands fabricants et donneurs d'ordre qui fournissaient le fil et les dessins aux maîtres ouvriers pour la fabrication des étoffes et vendaient les tissus commandés à l'aristocratie européenne. Les canuts étaient les travailleurs de la soie. Ils regroupaient les maîtres tisseurs ou chefs d'atelier, propriétaires d'un ou plusieurs métiers, qui employaient des membres de leur famille et des compagnons, des ouvriers tisserands, pour travailler sur des métiers à tisser. Au XIXe siècle, les canuts, alors installés dans les quartiers de Saint-Nizier, Saint-Georges et Saint-Jean, puis dans celui de Croix-Rousse, devaient assurer des journées de travail de 18 heures. Ils commençaient leur travail très tôt le matin, vers 4 heures, et sur le coup de 9 ou 10 heures du matin, ils faisaient une pause au sein même de leur atelier pour casser la croûte. Ils prenaient un machon qui portait alors le nom de chicaison. Il faut savoir que ces ateliers étaient plutôt des appartements-ateliers dans lesquels les canuts tissaient, mangeaient et dormaient. C'était une façon d'optimiser et de surveiller leur travail par les maîtres d'atelier qui les employaient, et je dirais même de les exploiter. En 1841, dans Les Français peints par eux-mêmes, l'auteur Joanny Augier décrivait le quotidien du canut et évoquait les repas de ses ouvriers de la soie ainsi. La nourriture du canut est frugale. Le petit salé, le fromage blanc assaisonné d'ail, de beurre et de vin blanc, la merluche frite qu'il estime à l'égal de l'anguille sont les ingrédients de son déjeuner, de son dîner et de son souper. Sa boisson est de l'eau pure ou du vin à 30 centimes le litre. Quant à l'abbé Adolphe Vachet, il précisait en 1907 dans son glossaire des gones de Lyon que les canuts faisaient une telle consommation de ce fromage mou, peu consistant,
qu'on le baptisa Cervelle de Canut. Il faut bien imaginer que le Canut n'avait ni le temps, ni les moyens, ni le droit d'aller casser la croûte à l'extérieur. Son atelier était son unique lieu de vie. Mais il y eut un événement qui transforma la chicaison du Canut en un mâchon universel, pratiqué par tous jusqu'à s'inscrire dans l'ADN de la ville. Le 1er mars 1859, le plus grand marché couvert de Lyon, les halles centrales des Cordeliers, ouvrit ses portes au cœur de la presqu'île dans le sillage du percement de la rue impériale devenue rue de la République. Sur 3600 mètres carrés d'une gigantesque armature métallique, elle proposait 420 cases où se concentrèrent les professionnels des métiers de bouche, auparavant encore dispersés dans les rues de la ville. Ces halles devinrent rapidement le lieu de rendez-vous des Lyonnais gourmands pour déguster fruits de mer et charcuterie et surtout partager un mâchon au petit matin. Ils côtoyaient les commerçants, employés et livreurs des halles, d'autres lève-tôt qui avaient aussi besoin de se substanter. Les halles de Cordeliers étaient alors considérées comme le symbole de la prospérité du ventre de Lyon. Les bistrots et bouchons se multiplièrent dans les rues adjacentes des halles, accueillant à bras ouverts ceux qui voulaient mâchonner au petit matin avant de poursuivre leur journée de travail. C'est ainsi que les soyeux passaient commande et négociaient les tarifs avec les chefs d'atelier autour d'un mâchon, et que ces chefs d'atelier emmenaient parfois leurs ouvriers canuts partager un mâchon dans un bouchon. Comme nous venons de le voir, la tradition du mâchon naquit des usages et coutumes de l'industrie de la soie à Lyon au XIXe siècle. Il est le transfert dans le domaine public de la chicaison du Canut à la suite de la création des halles des Cordeliers en 1859. Cette année 1859 pourrait, à juste titre, être considérée comme l'acte de naissance officiel du mâchon. Comme nous l'avons dit en introduction, dans le mâchon se mêlent le réchauffé et les cochonailles, le tout arrosé de peau de Beaujolais. À l'origine, le mâchon consistait essentiellement à partager un ragoût préparé avec les restes de la veille. Justin Godard, homme politique lyonnais du début du XXe siècle, grand défenseur de l'identité lyonnaise, évoquait dans ce recueil de maximes et réflexions morales, intitulé « La plaisante sagesse lyonnaise », publié en 1920, sous le pseudonyme de Quatrain Bugnard, l'importance du réchauffé lors du mâchon ainsi. Il n'y a rien de meilleur que du bon réchauffé, et il va de soi qu'une ménagère économe sait comment s'y prendre. Elle sait par exemple que trop de beurre, c'est aussi pire que pas assez, et que les restes, dans le fond, ça fait regret de les jeter aux équevilles. Aux ordures ou aux rebuts en parlait Lyonnais. Alors, elle les réchauffe doucement, sans les brusquer. Elle y ajoute ce qu'il faut, à peu, pour que ça n'arrape pas et que ça devienne une vraie gourmandise, tendre, réduite comme un velours. Si bien que, voyez-vous, le réchauffer dans un mâchon, c'est comme qui dirait l'été de la Saint-Martin ou le retour de la vogue, la fête patronale, toujours en parlait Lyonnais. Ainsi soit-il. Avec le temps, le réchauffé du mâchon s'enrichit de toutes les cuisines des bouchons, avec tablier de sapeur, gratin d'andouillette, tête de veau, salade de clapoton, pieds de mouton à la vinaigrette en fait, des ragoûts de béatilles, barboteaux de pommes de terre, cervelle de canut et autres lyonnaiseries, et s'ouvrit à tous les métiers, notaires, banquiers, commerçants, postiers, éboueurs, ouvriers du bâtiment et bien d'autres. Comme le disait Félix Benoît, à Lyon, on ne se connaît pas tant qu'on n'a pas mangé ensemble. D'ailleurs, mâchonner signifie prendre un repas, que ce soit un mâchon ou non. De nombreuses académies gourmandes organisaient des mâchons vers 9h ou 10h du matin, qui pouvaient se prolonger par une partie de boule l'après-midi et qui se terminaient elles-mêmes par un autre mâchon vers 5h. Le mâchon, nouvelle appellation de l'ancienne chicaison du Canut, est donc le casse-croûte à la lyonnaise, souvent accompagné de pots de Beaujolais et de chansons. Ainsi est née la tradition du mâchon à Lyon. Dans les années 1930, après la crise financière et économique américaine, l'industrie de la soie périclita. Canuts et soyeux disparurent, mais le mâchon resta dans les usages locaux. Les avancées sociales de l'après-guerre, la réduction du temps de travail, la disparition des métiers pénibles, la tendance du manger sain et sans gras sont certainement bénéfiques à l'individu, mais pas au mâchon. Dans les années 1970, tout en restant vivace, le mâchon n'était plus à la mode et commençait à souffrir des nouvelles tendances et modes de vie. Face à ce péril, quelques gourmands attachés au patrimoine gastronomique lyonnais décidèrent de fonder la confrérie des francs-mâchons en 1964. Son objet était de maintenir et d'encourager la tradition du mâchon et de mieux faire connaître et apprécier les vins du Beaujolais, de la vallée du Rhône et du Mâconnais. Elle voit le jour le 6 décembre 1964 dans le bistrot légendaire de Georges Drebet, au Petit Bouchon chez Georges, rue du Garret, dans le 1er arrondissement de Lyon.
Une plaque sur la façade de ce bouchon atteste encore de ce mâchon inaugural. On compta quelques francs-mâchons célèbres depuis la création de la confrérie. Henrique Le Jouve, alias Henri Girin, célèbre chroniqueur gastronomique et filleul de Kurnonski. Frédéric Dard, écrivain isérois, auteur de 280 romans, dont les célèbres aventures du commissaire San Antonio. Jean-Albert Carlotti, un peintre lyonnais, et Charles Exbraya, auteur de ce roman policier. Chaque année, la confrérie décerne un diplôme aux bouchons qui pratiquent le mâchon dans les règles de l'art. Accueil, convivialité, plats traditionnels, vins de pays et prix raisonnables sont évalués, jugés et notés par les 40 membres lors de 8 mâchons statutaires. Nous vous prodiguons un bon conseil. Si vous voulez faire un bon mâchon, bannissez de votre vocabulaire les mots fast-food, régime, poids, eau et autres termes agressifs aux oreilles du franc-mâchonneur et du patron de bouchon, sous peine de se voir raccompagné dehors. D'ailleurs, Luc Miner, l'emblématique patron du bouchon Le Musée jusqu'en 2023, portait régulièrement un t-shirt avec l'inscription suivante dans le dos, 50 nuances de gras. Quant à Emmanuel Ferrat-Augaret, il affiche toujours sur les murs de son bouchon un dessin d'un admirateur avec l'intitulé « God Save the Queen ». Est-ce suffisamment parlant? Citons d'autres confréries qui œuvrèrent pour sauvegarder le mâchon. Le mâchon des filles, les boyaux rouges, les mangeurs du matin, les coqs en pâte et plus précisément l'une des plus actives associations de défense du mâchon, le mâchon fidésien. Le mâchon connut le coup de grâce en 1996 avec la crise de la vache folle. Après sa transmission à l'homme, le gouvernement français prit la décision d'interdire dans l'alimentation animale et humaine la moelle épinière, la cervelle, la rate, les amygdales, le thymus, la fraise de veau, les intestins et autres abats des bovins. C'en était terminé des andouillettes à la fraise de veau, des gratins d'andouillettes, du tablier de sapeur, des riz de veau mori, de la tête de veau, du ragoût de béati et autres lyonnaiseries qui trônaient sur la table des bouchons et étaient servis en plat principal lors des mâchons. Les charcutiers et les patrons de bouchons s'adaptèrent comme ils le purent. Pour le charcutier Bobos, ce fut une véritable catastrophe, car l'andouillette à la fraise de veau tirée à la ficelle représentait 40% de ses ventes. Plein de ressources, la charcuterie met au point une nouvelle andouillette composée à 100% de menus de porc tirés à la ficelle dans un chaudin du même animal. Aussitôt que l'interdiction fut levée, en 2015, l'authentique andouillette Bobos réapparut. Il fallut quand même quelques mois, voire quelques années, pour retrouver des circuits d'approvisionnement en fraises de veau, remettre en marche les machines nécessaires à sa fabrication et se réapproprier les recettes. Dans mon ouvrage intitulé « Histoire de la gastronomie lyonnaise », écrit en 2015 et publié en 2018, je faisais le constat suivant. Aujourd'hui, le mâchon lyonnais est plus présent dans les livres d'histoire lyonnaise que sur la carte des bouchons, car trouver un mâchon à Lyon relève de la gageure. Il ne subsiste que quelques irréductibles lyonnais qui pratiquent encore le mâchon régulièrement, comme le Café du Nain, le Musée, la voûte chez Léa, au Petit Bouchon chez Georges, la Mère Cotivet et quelques autres. Vous l'avez compris, le mâchon était inexorablement condamné à la disparition et la crise de la vache folle était son fossoyeur. Cependant, rien n'est inéluctable, puisqu'à l'heure où nous publions ce podcast, le mâchon est partout. Des dizaines d'établissements inscrivent à nouveau le mâchon quotidien à leur carte. Des centaines de mâchonneurs se réunissent tous les matins aux 4 coins de la ville et de sa banlieue pour partager dans la convivialité cette messe matinale. Le mâchon fait enfin son grand retour. Nous devons cette renaissance du mâchon à 4 défenseurs de la cause mâchonesque. Maxime Caminal, Claude Barbet, Yanis Rousseau et Lionel Barrière, qui firent le pari fou, un soir du 31 décembre 2017, au bar du Resto Hall, d'organiser un grand mâchon ouvert à tous et de réunir 1001 convives. 4 mois plus tard, le samedi 28 avril 2018, le plus grand mâchon du monde, le grand mâchon loup, vit le jour dans l'enceinte réceptive du Loup Rugby. Le record du monde était entériné et le pari gagné. Ce mâchon restera dans les annales comme l'acte fondateur de la résurrection du mâchon. Pour la 5e édition en 2024, ils étaient plus de 1500 convives attablés pour partager ce repas matinal typiquement lyonnais dans une ambiance festive et conviviale. Ce succès a même fait pousser des ailes à Maxime Caminal, président du mâchon fidésien, qui a lancé le projet de faire inscrire le mâchon au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pour ce faire, un groupe de travail constitué de Maxime Caminal, de Véronique Lopez, journaliste à la Tribune de Lyon, et de moi-même, a défini ce que devait être le mâchon au XXIe siècle afin de proclamer l'appel du mâchon avec un manifeste pour l'inscription du mâchon au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO dont vous nous donnons la primeur ci-dessous. Voici les termes de l'appel du mâchon. Manifeste pour l'inscription du mâchon
au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le mâchon est un repas matinal, convivial, qui se prend au cours de quelques pots de vin vers 9 heures du matin et qui rassemble autour d'une même table ouvriers, patrons, artisans, cadres, bourgeois, jeunes et moins jeunes, un encart constitué d'un plat chaud, d'un fromage et d'un pot de vin. Le mâchon est un héritage, celui des canuts, ces ouvriers de la soie qui commençaient leur journée de labeur très tôt et ressentaient le besoin vital de se substanter vers 9 heures du matin. Le mâchon est fédérateur et rassembleur. Il accueille toutes les générations et toutes les classes sociales autour de la même table, sans distinction. C'est aujourd'hui, avant tout, un rendez-vous de bons vivants. Le mâchon est issu du patrimoine culinaire lyonnais. Tous les convives partagent le même repas dont les éléments sont issus du patrimoine de la gastronomie lyonnaise populaire. Andouillettes, tablier de sapeur, cervelle de canut et autres lyonnaiseries traditionnelles de notre terroir. Le mâchon s'accompagne d'un vin des nombreux terroirs qui entourent la ville, Beaujolais, Mâconnais, Côte-du-Rhône et Coteaux-du-Lyonnais. Le mâchon se prend dès le matin à l'heure du petit déjeuner et se termine toujours avant que les restaurants ne dressent leur table pour le déjeuner. Il ne doit pas être confondu avec le brunch. Le mâchon doit vivre avec son temps. Il doit être ouvert à toutes et tous et privilégier les produits du terroir lyonnais et les circuits courts et ne pas être l'occasion de débordements de toute nature. Participer à un mâchon, c'est croquer un bout de l'histoire de Lyon et en garder un souvenir indélébile. C'est pourquoi nous souhaitons faire inscrire le mâchon à l'UNESCO comme une pratique traditionnelle faisant partie du patrimoine culturel et gastronomique lyonnais pour faire perdurer ce rituel multiséculaire. En attendant, levons nos verres pour se souhaiter bon appétit et large soif. Vous pouvez soutenir ce manifeste sur le site internet change.org en recherchant la pétition intitulée « Inscrire le mâchon au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO ». Pour conclure, je vous donne un dernier conseil. Mâchonnons, car mâchonner, c'est préserver le patrimoine de la gastronomie lyonnaise. C'est une affaire à suivre. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a été profitable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon initiative sur Apple Podcast en faisant défiler la page de mon podcast Histoire et Gastronomie jusqu'à la section Notes et avis et en laissant une note 5 étoiles et un commentaire. Si vous souhaitez entrer en contact avec moi pour une conférence, une intervention dans une école ou un projet éditorial, vous pouvez me joindre sur Facebook ou LinkedIn sous mon propre nom, Yves Rouèche. À bientôt, j'espère, sur Histoire et Gastronomie.